Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui à l'auditorium Michel Laclotte du Musée du Louvre. Donc pour la présentation de cette belle exposition qui vient d'ouvrir ses portes, Pharaon des deux terres, l'épopée africaine des rois de Napata. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Vincent Rondeau, ici présent, qui est directeur du département des antiquités égyptiennes et commissaire de l'exposition. Pour rappel, à l'issue de cette conférence, vous pourrez, si vous le souhaitez, acheter le catalogue de l'exposition. Sur ce, je vous laisse la parole, cher Vincent, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers collègues, chers amis. Je voudrais pouvoir commencer cette conférence en disant tout le plaisir que j'ai à vous voir aussi nombreux pour reprendre d'une certaine façon des pratiques, des bonnes pratiques que nous avions oubliées à cause de circonstances indépendantes de notre volonté, bien sûr. Et je suis vraiment très heureux que le Louvre puisse de nouveau accueillir le public, notamment à l'occasion de cette exposition. Pharaon des deux terres, l'épopée africaine des rois de Napata. Juste quelques mots pendant qu'il y a la première diapositive du PowerPoint. Pharaon est au singulier parce qu'on a voulu chercher le concept de Pharaon plutôt que la lignée, plutôt que la succession des rois. Des deux terres, vous l'aurez compris pour ceux qui ont déjà vu l'exposition, il y a un petit jeu de mots savant de notre part, si on peut le dire comme ça, puisque vous savez que les pharaons sont rois des deux terres, maîtres des deux terres, rois de Haute et Basse-Égypte et maîtres des deux terres. Épopée africaine des rois de Napata, voilà quelques-uns des mots-clés, on va y revenir, qui donnent le ton qu'on a voulu donner à l'exposition. Les buts qui étaient les nôtres, enfin les buts qui se sont élaborés progressivement, parce que tout ça, il faut insister sur ce point, l'exposition se construit aussi d'elle-même d'une certaine façon. J'en ai fait une liste, là j'en ai résumé 5. Du côté de l'épopée, évidemment, il y a l'audace d'un roi, parce que Pianri, qui a conquis la vallée du Nil jusqu'à Memphis en 721, était vraiment, on peut le comprendre d'après les textes qu'il nous a laissé, un personnage très audacieux. Il s'agissait aussi d'aller chercher littéralement l'antiquité de l'Afrique antique. Tout le monde sait que l'Égypte et sa longue vallée du Nil est prise à la fois entre un monde sémitique et un monde africain depuis qu'on l'étudie, depuis qu'on la comprend. Et du coup, là, il y avait une belle occasion d'illustrer ce que l'on peut savoir pour des époques aussi hautes de l'Afrique antique. Et du coup, état des connaissances, je voudrais également insister sur ce point. Je pense qu'une exposition comme celle-là aurait été moins facilement réalisable il y a quelques années, en tout cas par moi. Nous avons, il faut le dire de cette façon, l'égyptologie et l'archéologie de la vallée du Nil ont fait des progrès considérables ces 30 dernières années et qui aboutissent aujourd'hui d'une certaine façon avec la publication de certains ouvrages, avec la publication de recherches qui permettent de raconter les choses de façon avec un peu plus de recul qu'on ne le faisait auparavant. Et puis alors, un des points moi, qui me tient beaucoup à cœur est la personne qui va me succéder à la direction du site d'El Assa, au sud des pyramides de Méroé, dans le public. Je voudrais insister aussi sur l'investissement d'un grand musée comme le Louvre dans l'archéologie, si vous me permettez, des lointains. Je pense que c'est un thème ou une orientation que se donnent les musées aujourd'hui qui est de plus en plus forte, et c'est l'occasion de rappeler aujourd'hui avec cette conférence que le Louvre est un musée qui fouille. Nous avons le département des antiquités égyptiennes à 3 chantiers de fouilles en responsabilité et qu'il finance. C'est un point important à rappeler.
Et puis enfin, et ça on pourra y revenir, mais démontrer que nous ne cessons de se raconter l'histoire que je vais vous raconter et que l'exposition raconte. Il y a également, du fait des dates et des remises en cause de la date d'inauguration de l'exposition, hein, j'aurais dû faire cette exposition en 2018. Elle aurait été à ce moment-là adossée au Congrès international des études nubiennes que le musée du Louvre avec l'INHA ont reçu en 2018. Un des musées prêteurs nous avait demandé de reporter à 2020 l'exposition. Nous avons pris la décision de suivre ce musée prêteur. Et en 2020 est arrivé ce qui est arrivé, la pandémie. Et du coup, nous voilà en 2022, en plein année du bicentenaire de la découverte des hiéroglyphes par Champollion, avec cette exposition au Louvre pour fêter le déchiffrement des hiéroglyphes. Là aussi, vous voyez sur cette diapositive, elle parle d'elle-même, si vous permettez, ce détail magnifiquement éclairé là, par les éclairagistes de l'exposition du moulage de la stèle de Pianchi qui est à l'exposition, nous montre ce foisonnement des hiéroglyphes. Et c'est une bonne chose. Il n'y a pas de page blanche que pour les écrivains. Voilà, à un moment donné, dans le processus de construction de l'exposition, le plan qui m'a été soumis du hall Napoléon. Le cercle qui en marque le centre n'existe plus aujourd'hui, puisque c'est l'ancien comptoir de vente de la RMN. Je dois dire que je suis particulièrement heureux que la présidente directrice du musée du Louvre, Laurence Descartes, ait voulu réinvestir cet espace-là pour l'exposition proprement dite. Et du coup, vous verrez que nous l'avons en effet bien occupé avec des œuvres du prologue de l'exposition, parce qu'il a fallu habiter ce plan qui n'est pas simple. Là, vous voyez, il y a 3 couloirs, ceux qui sont occupés par les mots la découverte des cataractes, Sérapéum et les Assyriens, plus Psamétique II. Il y a 3 couloirs et 4 grandes salles qui imposent un rythme particulier qu'il faut occuper au mieux pour être éloquent. Et donc, vous voyez là les grandes masses qui se dessinaient petit à petit et qui sont maintenues jusqu'à aujourd'hui, vous allez le voir. Je me permets de vous présenter ce plan parce que c'est celui que j'avais donné il y a la date dessus, en tout cas en août 2019, quelques jours après avoir rencontré Catherine Arborati, la scénographe de l'exposition, qui travaille au musée du Louvre, qui est un agent du musée du Louvre, et avec qui nous avons co-construit, dit-on aujourd'hui, cette exposition. Et si je me permets de remettre ce plan que j'avais proposé, c'est parce qu'elle me l'a renvoyé il y a quelques jours en pièce jointe à un mail pour me dire finalement on n'est pas si loin du plan de départ. Et c'est vrai que c'était amusant de le voir sous cet angle. Et voilà donc ce que la modélisation 3D nous a permis de préfigurer dans des phases d'élaboration de l'exposition très avancées. Là, on est vraiment dans les dossiers de consultation des entreprises, etc. Donc cette scénographie de Catherine Arborati et cette mise en forme de Marcel Perrin, le graphiste de l'exposition. Et j'ai voulu lui associer la déesse chatte de Bastet de nos collections, qui est au nom de Pianchi et d'une de ses reines, Kenset. C'est un des joyaux de nos collections et il figure en très bonne place dans l'exposition. Possibilité également de passer à la diapositive suivante pour vous montrer ce que sont les musées prêteurs. Parce qu'une exposition comme celle-là, avec un sujet aussi court, cette épopée que nous vous racontons, elle a duré 100 ans, tout compris, si vous me permettez l'expression. Et du coup, dans ces 3500 ans de l'histoire égyptienne, si on veut raconter un fait de guerre et un fait de politique aussi précis que celui-là, on est obligé d'aller chercher littéralement
les objets dans les collections qui vont pouvoir illustrer le discours qu'on s'est choisi. Le Louvre, les collections du Louvre n'auraient pas suffi seules à une telle exposition. Donc, le sujet et l'ambition du sujet commandaient qu'il y ait un nombre de prêteurs importants. Les voici mentionnés par des codes couleurs permettent de voir qui a prêté quoi ou combien d'objets. Je voudrais, et en vous laissant lire l'intégralité des noms, remercier tout particulièrement nos collègues du British Museum, Antiquité égyptienne et soudanaise et Antiquité orientale, de Berlin, de la Ägyptisches Museum de Berlin, de Copenhague, de l'Annie Carlsberg de Copenhague, de l'Ashmolean Museum d'Oxford, qui figurent parmi les plus gros prêteurs, mais sans oublier évidemment des musées comme le Metropolitan Museum of Art de New York, qui a prêté peu, mais des objets magnifiques, ou encore le Brooklyn Museum de New York également, qui nous a prêté des objets eux aussi extrêmement parlants. Et puis, je l'ai isolé pour lui donner toute sa place, le musée de Khartoum, musée national du Soudan, dans des conditions politiques dont vous avez certainement entendu parler, qui sont extrêmement préoccupantes pour le pays, pour la région, et puis un contexte international qui les amène à avoir d'autres préoccupations, et je suis très reconnaissant qu'ils aient pu faire l'effort de prêter 15 objets magnifiques de leur collection du Musée national. Les musées de France, alors Paris est en premier pour des raisons de cadrage, pas de... avec les collections du Louvre, les collections de 3 départements au Louvre, le département égyptien, je vous l'ai dit, on a pas mal d'œuvres qui nous permettent d'illustrer le contexte général de l'exposition, et ça c'est bien. Les antiquités orientales, les antiquités grecques, étrusques et romaines, sans lesquelles on n'aurait pas pu raconter certains des passages de cette épopée, certaines des péripéties. Musée Jacques Marandré pour la sublime tête de Psamétique II, etc., etc. Je ne les mentionne pas tous, mais leur nom figure. Et puis, des pépites dans tel ou tel musée. Je pense à Limoges avec l'Ouchepti de Potassimto, le général égyptien qui avait été chargé par le même Psamétique II d'emmener les hommes de bronze, on en reparlera, les mercenaires grecs à l'assaut de Napata. Voilà, avec des photographies que j'ai prises pendant le montage de l'exposition, les premières dates là, de la fabrication même de l'exposition. Le calendrier a été très resserré pour des raisons logistiques et pour des raisons de sortie, vous le savez, de la pandémie. Sur la photo de droite, il y a la face qu'on ne voit pas de la stèle de Pianchi, avec ce texte considérable qui, on va en reparler, qui nous donne les premiers éléments de connaissance de cette épopée. Mais j'ai pris cette photo surtout parce qu'il y a aussi Nicolas Le Sur, que je voudrais remercier personnellement, qui a été le coordonnateur de l'organisation de l'exposition et qui a mené un travail littéralement de chef d'orchestre absolument exceptionnel pour permettre à toutes ces caisses d'arriver, de ne pas se gêner les unes les autres. La grosse caisse orange est celle du British Museum avec cette stèle de Pianchi, justement. Et là, voilà. Ce n'est pas l'original, il est au musée du Caire. C'est un moulage que Wallis Budge, un ancien conservateur du département des antiquités égyptiennes et assyriennes, comme on l'appelait à l'époque, vous allez voir que ça peut résonner dans l'exposition, Wallis Budge, donc à la fin du XIXe siècle, avait commandé pour les collections du British Museum au musée du Caire, puisque, phénomène remarquable, cette stèle ainsi que 4 autres, qu'on appelle stèles napatéennes, avait été découverte par un militaire, un officier égyptien en congé au pied du Djebel Barkal en 1862, et sur ordre de Auguste de Mariette, le créateur, comme vous le savez, du service des antiquités soudanais, lapsus égyptien, en 1858 de mémoire, et le créateur du premier musée
égyptiens en Égypte, avaient ordonné leur transport par radeau sur le Nil pour arriver jusqu'au musée du Caire. Et on verra les conséquences que ça a eu jusque dans les murs de l'opéra avec un livret comme Aïda. Vous verrez, vous avez vu à l'entrée de l'exposition, c'est les efforts de médiation qui ont été faits pour entraîner le visiteur dans notre raisonnement, si vous voulez, dans cette épopée littéralement, avec une difficulté particulière d'illustrer ce qu'est exactement cette 25e dynastie. D'où je suis, je ne vois plus les dates, mais les voici, 713, 655 avant Jésus-Christ. Vous voyez que c'est 60 ans de l'histoire des dynasties égyptiennes qui sont racontées par ces 4 rois, Shabbataka, Shabaka, Taharka et, acceptons-le, Tanou et Tamani, même s'il a dû passer son règne à fuir et à seulement rêver de reconquérir l'Égypte. La map monde, on vient avec un détail, là aussi l'objet de beaucoup de discussions. On a voulu finalement s'en tenir à une vue quasi de satellite. Vous savez, souvent, moi j'ai été frappé de ça, quand on voit une vue satellite de la planète, c'est très souvent le Sinaï, l'Égypte et l'Arabie saoudite qui sont représentés. Vous verrez que ça se vérifie très facilement. Et donc, on a quelques mots-clés là qui suffisent à décrire le contexte général. Enfin, suffisent, non, ne suffisent pas puisque manque la Syrie. Mais en tout cas, Égypte, Soudan, entre les deux, le royaume de Kouch, ces royaumes de Kouch, il faut employer le pluriel, et les noms de quelques villes importantes, clés, Memphis du nord au sud, Memphis, Thèbes, Kerma, Napata et Méroé. Kerma, Napata et Méroé étant les royaumes successifs de Kouch que nous avons pris l'habitude de désigner parce qu'on considère avoir été leur capitale. Il est temps, je crois, d'entrer dans l'exposition, toujours avec les élévations 3D produites par Marcel Perrin, qui sont vraiment très utiles pour voir en fond la photographie très grand format de Claude Ivernet, photographe à la chambre, qui parcourt le Nil soudanais infatigablement comme un explorateur du 19e. C'est toujours l'impression qu'il m'a fait, qu'il nous a fait prêter cette photographie qu'il avait prise il y a déjà quelques années pour qu'elle illustre le temple de Soleb. Vous allez voir, on va s'en parler un petit peu du temple de Soleb. Et à droite et à gauche, 2 faits égyptiens, la remise du tribut à gauche et la stèle frontière que les pharaons du Nouvel Empire, Toutmosis Ier et Toutmosis III, ont installée sur le rocher de Kourgous pour marquer la limite sud de leur conquête du territoire. Parce que si on n'explique pas ce qu'a été la conquête par les pharaons du Nouvel Empire de cette région, c'est-à-dire des royaumes de Kouch, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas notamment un phénomène fondamental qui est celui de l'acculturation des Kouchites, au sens où ils ont été dominés, ils ont payé un tribut sonnant et trébuchant, notamment en lingots d'or et en troupeaux de bœufs considérables, aux pharaons, en échange de la paix et de la protection du roi d'Égypte, pendant 500 ans à peu près. Mais au moment où l'épopée dont nous parlons se met en branle, au 8e siècle avant Jésus-Christ, ça fait déjà 400 ans que la conquête pharaonique a cessé, a vécu. Eh bien, pour autant, tels qu'ils nous réapparaissent quand ils commencent à produire ces stèles couvertes de hiéroglyphes, on est obligé de comprendre qu'ils sont à ce point acculturés qu'ils ont les mêmes dieux, ces Kouchites, que les pharaons, leurs lointains conquérants. Ils ont la même vision du monde, le même rapport au monde. C'est pour ça que je parlais du concept de pharaon tout à l'heure dans le titre au singulier de l'exposition. Et une des raisons, moi je serais prêt à défendre cela, comme d'autres collègues, je ne suis pas le premier, l'ont déjà fait. Une des raisons, c'est précisément la présence sur leur territoire de ce temple de Soleb.
Vous voyez sur ce scarabée qui fait partie de nos collections, j'ai précisé qu'il provient des fouilles de l'Egypt Exploration Society, que le Louvre finançait à l'époque, et cette Egypt Exploration Society en a fait don au Louvre en 1939, après l'avoir découvert sur le site d'Amara. Rien de plus précieux que d'avoir la provenance d'un objet. Un petit scarabée comme celui-là devient tout d'un coup extrêmement parlant. Il était donc découvert en territoire couchite, et il porte sur son plat le nom même du temple de Soleb, Neb Mahatre Ha-Em Maat. Neb Mahatre, c'est-à-dire Aménophis III, apparaît en gloire selon la Maat, si on veut, c'est-à-dire l'ordre du monde, si on veut accepter cette traduction rapide. Voilà le nom du temple, et voilà derrière, un peu flou, un bélier qui en provient, commandité par Aménophis III lui-même. Il est à l'entrée de l'exposition. Mes remerciements encore au musée de Berlin pour avoir consenti à un prêt aussi lourd pour le coup. Il permet d'illustrer beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'il a été commandité par Aménophis III pour le temple de Soleb, donc en territoire conquis, et il a été transporté par Piorri, le même roi qui en 721, va faire la conquête de toute la vallée du Nil. Il a été transporté avec 9 autres, il en a fait transporter 10 au Djebel Barkal pour, non pas décorer, le mot tout à fait impropre, mais pour servir dans les temples d'Amon du Djebel Barkal. Et on voit comment ce phénomène d'acculturation prend vie, au sens où un bélier aussi puissant théologiquement que celui de son lointain ancêtre et conquérant devient nécessaire à la théologie des temples du Djebel Barkal. Et voilà, on avance, on continue d'avancer. Repli, donc je vous l'ai dit, les Ramsès ont été trop nombreux, il y en a eu 11. Et vers l'an 1000 à peu près avant Jésus-Christ, cette mainmise sur les royaumes de Kouch s'effrite complètement d'elle-même. Et on a beaucoup de mal à reconstituer le scénario de cette déliquescence du pouvoir pharaonique sur Kouch. Et en tout cas, les choses reprennent avec cette stèle de Piorri. Tout d'un coup, on voit apparaître la documentation. Et vous voyez quelques objets là qui illustrent à la fois la conquête, avec la stèle d'Ousersatet qui est dans nos collections et qui mentionne un des très hauts fonctionnaires de cette administration égyptienne, mais également avec l'image au-dessus étonnante d'Aménophis III à droite avec le casque Repesh, Aménophis III embrassé par sa propre figure divinisée, le personnage de gauche avec ce disque lunaire en guise de couronne, et regardez cette corne de bélier qui s'entoure autour de l'oreille. Et au centre de la diapositive, on est 100 ans avant les événements que nous allons raconter grâce à la stèle de Piorri, la fameuse triade d'Osorkon II dans nos collections, qui est là pour la beauté de l'objet, bien sûr, mais qui est là aussi pour nous rappeler qu'Osorkon II a été le premier pharaon égyptien à sentir la pression assyrienne à ses frontières, le premier à se rendre compte que les Assyriens allaient devenir un problème. Je reviens à l'image d'Aménophis III embrassé par sa forme divinisée. Elle a servi d'une certaine façon de fil conducteur au même titre que le bélier qu'on a vu dans l'image précédente. Et regardez comment on retrouve cette corne autour de l'oreille sur une des statues présentées à la fin de l'exposition, sur cette statue du souverain napatéen Anlamani, qui n'a jamais régné sur l'Égypte, qui porte pour autant le pshent, la couronne de Haute et Basse-Égypte des pharaons égyptiens, et cette corne de bélier autour de l'oreille. Je dévoile mes cartes immédiatement. Cette corne, je crois qu'on peut désormais ne pas en douter, elle est le signe théologique, si l'on veut, de la maîtrise divine sur la crue, pour que la crue du Nil soit favorable et apporte l'eau nécessaire aux hommes. Et évidemment, le roi reçoit cette maîtrise sur la crue des dieux, ses pères, si vous voulez. Et du coup, c'est la raison qui explique que autant Aménophis III qu'Anlamani a
1400 avant Jésus-Christ pour l'un, 650 avant Jésus-Christ pour l'autre, portent cette même couronne. Plaisir également, alors que l'exposition est en cours d'élaboration et que nous ne continuons pas pour autant, bien évidemment, de classer et d'étudier nos collections, quand on retrouve dans la collection d'estampages du département des Antiquités égyptiennes les estampages commandités par Mariette à Théodule de Veria de la stèle de Pianchi et des autres stèles napatéennes. 3 sont exposés sont présentés dans l'exposition, dont ici le cintre de la stèle de Pianchi, avec cette scène étonnante d'un des rois soumis, ici, Nimlot, roitelet d'Hermopolis. Vous voyez, il a le cobra sur son front, accompagné d'une épouse royale de l'entourage de Pianchi, qui visiblement vient en intercesseur, procède à une ambassade, si vous voulez, demande la merci à Pianchi pour Nimlot. Et là, baisant le sol devant leur vainqueur, aux Orconcates de Boubastis, Youput II de Léontopolis et Pefchaoui Bastet d'Héracléopolis. On est assez peu nombreux à pouvoir prononcer son nom sans trop fourcher. En tout cas, pour indiquer la source documentaire absolument extraordinaire qu'est ce bulletin de victoire et la possibilité qu'il nous donne de raconter les choses. Le cheval, qui est un peu héraldique, là, au milieu de cette stèle, nous rappelle que les chevaux de course étaient très réputés et que Pianchi était très soucieux de la bonne santé des chevaux de cavalerie qu'il retrouvait dans les différentes forteresses qu'il était amené à conquérir. Nous continuons à progresser dans l'exposition et nous sommes désormais dans ce premier couloir qui s'impose aux commissaires comme aux visiteurs, comme aux scénaristes, etc. Et j'ai voulu que dans ce couloir, nous racontions l'épopée, elle aussi, l'aventure de la découverte du Nil jusqu'aux sources, finalement. Parce que, vous le savez, l'expédition d'Égypte de Bonaparte s'était arrêtée à la première cataracte, à Philae, avec la fameuse inscription gravée par Castex. Tous les successeurs de l'expédition d'Égypte, Champollion Ier, ont voulu aller plus loin, faire mieux. Champollion est allé jusqu'à la deuxième cataracte, celle que les anciens appelaient la grande cataracte, et celle qui est désormais sous les eaux du lac Nasser. Lepsius, lui, à la tête de la mission prussienne que lui avait commandité son roi de Prusse, est allé jusqu'à Méroé. Et il était vraiment entendu dans son esprit qu'il voulait faire mieux que l'expédition de Bonaparte. Et j'insiste un instant sur l'image qu'elle a. Elle est sombre pour les... J'ai pris cette photo dans les salles à cause des luxes qu'il faut respecter quand on expose évidemment des documents fragiles. Mais regardez, Monument de l'Égypte et de la Nubie. Voilà l'ouvrage publié à titre posthume par Champollion. Et ici, Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien, publié quelques années plus tard. L'expédition prussienne de Lepsius intervient après celle de Champollion, 1828-29 pour Champollion, 1839 et plus pour Lepsius. Mais regardez comment les mots se parlent l'un l'autre. Il part d'Égypte et de Nubie parce qu'il est allé jusqu'à la deuxième cataracte. Et en effet, on considérait de tradition que la Nubie s'arrêtait à la deuxième cataracte et qu'au-delà commençait le pays des hommes au visage brûlé, Aéthiops en grec, l'Éthiopie. Il faut bien se mettre dans l'idée, quand on va visiter l'exposition, que ce mot Éthiopie ne signifie pas du tout le pays, l'État moderne qu'on connaît aujourd'hui. C'est un mot hérité des anciens. La Bible, en araméen, par exemple, utilise le mot « couche » pour parler de ces régions. Et quand la Septante est traduite à Alexandrie, c'est le mot « Aéthiops » qu'on utilise.
Donc, quand on dit Éthiopie jusqu'à peu, on entend royaume de Couche, on entend le Soudan actuel. C'est paradoxal, mais c'est une des réalités. On a la possibilité de voir ici, mais décidément, de voir ici la carte de Linan de Belfond. C'est une des plus belles choses exposées, à mon sens, dans l'exposition. C'est la première fois qu'elle est présentée au public. Et elle est le fruit du travail de ce jeune officier de marine, cadet de marine, je crois, qui avait accepté enfin, qui s'était engagé dans l'expédition internationale organisée par un riche anglais, William Banks, et qu'on a eu l'occasion, avec plusieurs collègues ici présents dans la salle, d'éditer ces dessins, ces cartes et ces carnets qui sont dans nos collections. Je précise que cette carte-là, elle n'est pas dans nos collections, mais en Angleterre, chez le commanditaire, chez les héritiers de la famille Banks. Image mentale, voilà un mot qui petit à petit nous a servi dans notre jargon du commissariat. Vous en avez déjà vu une avec l'embrassade d'Amenophis III et de sa forme divinisée. Il m'a paru très vite indispensable, si on voulait arriver assez vite au concept et que le visiteur puisse nous suivre, que les images que nous avons, nous autres égyptologues en tête, on voit grosso modo ce que ça veut dire, ce que veut dire l'image complète quand on feuillette une publication comme celle de Macadam, par exemple, The Temples of Kawa, dont sont tirées ces deux images. Et j'ai proposé qu'on puisse les extraire, les redessiner, les compléter, les restaurer en quelque sorte, de façon à pouvoir les imprimer à l'échelle originelle des reliefs dans les murs de l'exposition. Et voilà en 3 images ce que devient le processus de transformation d'un fac-similé avec toutes ses lacunes en une image complète. Et avec la possibilité d'illustrer là un concept fondamental également, les amons béliers, d'où le mot cryocéphale. On m'a dit qu'il fallait expliquer les mots. Donc cryocéphale, ça veut dire à tête de bélier. Et j'adore la musicalité de ce mot. L'amont cryocéphale est spécifiquement couchite. Et il faut bien comprendre que tous les temples de l'amont couchite partagent leur sanctuaire avec Amon de Thèbes, que vous voyez à droite avec sa couronne caractéristique d'un mortier avec 2 hautes plumes. Et voilà ce que donne l'image une fois aboutie et une fois imprimée sur les murs de l'exposition. Napata, le Djebel Barkal, où ont été transportés les béliers d'Amenophis III sur ordre de Pianchi pour le temple majeur du Djebel Barkal, n'est que la ville, entre guillemets, capitale au sens théologique plutôt que politique. Elle est au cœur d'un réseau de villes saintes, je les ai appelées villes saintes de Couche, enfin je les ai appelées comme beaucoup de collègues, dont les temples au dieu Amon, ce dieu cryocéphale, à tête de bélier, servaient, enfin cautionnaient, notamment au moment de l'intronisation d'un roi, du couronnement du roi, cautionnaient le pouvoir des rois couchites. En voici une, la ville de Sanam, que nous avons évoquée avec cette statuaire animalière extraordinaire de têtes de cobra, de 2 têtes de cobra colossales, bien plus grandes que la réalité, bien sûr, ainsi que cette tête de vautour, elle aussi, bien qu'un peu moins colossale également. La tête de cobra la plus à droite est dans nos collections. Elle avait figuré en bonne place dans l'exposition des animaux et des pharaons au Louvre-Lens. Et nous avons voulu la replacer ici parce qu'à la lumière des 2 autres fragments statuaires empruntés à l'Ashmolean Museum d'Oxford, on peut se demander si elle n'a pas une provenance similaire, comparable en tout cas. Et il y aura visiblement là des pistes à suivre. Voilà donc pour la ville de Sanam. Je précise, parce que je ne l'ai pas fait juste avant, que les 2 dieux Amon dos à dos
l'amont cryocéphale et l'amont à visage humain de l'image précédente, venaient, eux, du temple d'Amon de la ville de Kawa, autre ville sainte dans laquelle le roi coushite devait se rendre, et qui dispose d'un espace de présentation qui lui est réservé. Pendant que le Louvre et la mission de printemps du Louvre reprenaient à Saqqara, à la recherche de la doline qui occupe toute notre attention, et pendant que toute une partie de l'équipe m'avait laissé seul à organiser cette exposition, je me suis dit que nous avions une chance à exploiter littéralement avec les collections que nous devons, là aussi, à Auguste Mariette. On est amené à prononcer son nom pratiquement à toutes les étapes de notre travail, puisqu'il est le premier à avoir fouillé le Sérapéum de Memphis, les tombes, vous savez, des taureaux sacrés du dieu Ptah. Et les découvertes qu'il a faites sont extraordinaires au sens où elles ont une valeur historique remarquable. Le Louvre en possède une partie importante qui est dans nos collections donc depuis la fin du XIXe siècle, les fouilles de Mariette. Et j'ai voulu les exposer dans l'exposition pour la raison suivante. Voilà ce couloir. Il nous fallait un espèce de couloir du temps, si vous voulez, et c'est pour ça que dans le titre, vous voyez « Fabrique de l'histoire » avec un H majuscule, un couloir du temps pour pouvoir passer du Djebel Barkal à la ville de Thèbes, qui est au bout là, de cette image. En tout cas, l'espace qui lui est réservé dans l'exposition. Avec ces 4 stèles, j'ai indiqué, là vous voyez en titre, de quand elles datent, c'est-à-dire de quand date l'inhumation du taureau sacré du dieu Ptah. Et vous voyez qu'il y en a un qui a été enterré en l'an 24 de Taharqa, un autre en l'an 21 de Psamétique Ier, etc. Ce qui est extraordinaire, enfin, entre autres, c'est que sur cette stèle, il y a à la fois le nom de Psamétique Ier pour indiquer la date de l'enterrement et le nom de Taharqa pour indiquer la date de la naissance du taureau. On comprend tout de suite, même si on n'est pas égyptologue, l'avantage remarquable que présente un document comme celui-là pour avoir un compute continu entre 2 règnes, parce que vous le savez, les pharaons recommencent à l'an 1 de chaque règne et il revient aux égyptologues d'additionner à chaque fois les dates pour obtenir un continuum historique. Grâce à ces documents et grâce à la mort des taureaux sous le règne de Taharqa, nous sommes capables de raccrocher les dynasties égyptiennes, au moins une partie, à une chronologie universelle. Et du coup, nous voilà arrivés à Thèbes après avoir franchi ce couloir du temps. Je l'ai appelé épicentre théologique de la vallée. Je pense que c'est pas faux. Il y a un gros débat qui dit est-ce que c'est le Djebel Barkal ou est-ce que c'est Thèbes. Je crois qu'il est absolument indispensable de comprendre que le dieu Amon, on le sait, est né à Thèbes. Ça, c'est une vérité historique, si vous voulez, mais que les rois coushites étaient convaincus de cela également, et que c'est ce qui faisait l'intérêt pour eux d'un dieu comme Amon et de ses formes en territoire coushite. J'ai déjà remercié le musée de Berlin pour le Sphinx, le bélier d'Amenophis III. Je dois remercier ma collègue Friederike Seyfried pour le prêt de ce Sphinx de chez Pénoupet. Ça nous permet, c'est un des plus beaux objets de la période, qui nous permet également, en présenter avec en arrière-plan cette aquarelle de Jean-Claude Golvin, qui m'a fait l'amitié. Beaucoup d'entre vous le connaissent certainement. Il est très présent dans beaucoup de musées, dans beaucoup de sites également. Je me souviens avoir visité la Tunisie et au bout d'un certain temps m'étonner qu'il n'y ait pas une aquarelle
de Jean-Claude, de mon ami Jean-Claude, dans la muséographie de tel ou tel site. Il a bien voulu faire cette aquarelle de ce que nous savons des temples de Karnak à la fin de la 25e dynastie pour l'exposition. Je me permets d'insister sur ce point. Cette aquarelle est un document scientifique, de représentation en tout cas, de ce que nous savons, qui est tout à fait exact, vérifié, qui a été corrigé, contesté, argumenté par les différents archéologues impliqués dans l'étude des temples de Karnak à cette époque. Et donc, je reviens à la divine adoratrice, Shephenupet. Quelques mots. Le roi règne à Memphis. C'est indispensable d'un point de vue de politique internationale. On ne peut pas régner ailleurs si on dirige l'Égypte, compte tenu de l'importance du Proche-Orient, du monde égéen qui apparaît de plus en plus, etc. Donc, depuis déjà de tradition, le roi a son trône à Memphis. Il lui faut un représentant à Thèbes, qui est une ville majeure, du fait même de la présence du dieu Amon. Et la solution qui a été trouvée, et qui date déjà de plusieurs dynasties en arrière, je crois que ça commence à la 21e dynastie, la solution qui a été mise en œuvre, c'est que le pharaon délègue, offre une de ses filles au culte du dieu Amon, sa fille aînée, qui, encore enfant, est envoyée à Thèbes pour succéder à la divine adoratrice précédente, qui, elle, en général, en tout cas historiquement, c'est comme ça qu'on le comprend, est devenue une vieille femme après avoir tenu ce rôle pendant toute sa vie. Et du coup, par adoption, et non pas pour être sûr, je suppose qu'il n'y aura pas de dynastie qui se formera, par adoption, la divine adoratrice précédente désigne, intronise la divine adoratrice suivante. Et voilà une scène là qu'on a pu reconstituer je crains que le dessin là soit vraiment de très mauvaise qualité sur cet écran, j'en suis désolé. Il est très bien, c'est un très beau facsimilé qui nous a été offert par Laurent Coulon et Anne Guillou, qui sont en train d'étudier les reliefs de l'intronisation de la divine adoratrice Nitocris, fille de Psamétique Ier, 26e dynastie, donc la dynastie qui suit celle des Couchites après qu'ils ont, la 25e, après qu'ils ont rejoint Napata et qu'ils ont abandonné toute velléité de revenir en Égypte. Et donc, on a bien compris que Shephenupet II, dont vous avez vu le sphinx auparavant, est chargé, doit adopter la fille aînée du vainqueur du pharaon couchite qu'elle sert. Vous imaginez le système politique que cela représente. Il y a en effet beaucoup de pouvoirs qui se partagent la région thébaide. Et j'ai oublié de mentionner que le fait qu'elle soit représentée en sphinx, la divine adoratrice, qui est une prérogative royale, montre bien qu'elle est investie par ce système de la délégation paternelle, elle est investie d'un pouvoir de pharaon à Thèbes. Avec l'Horus Posno, hein, ce bronze, 26e dynastie, lui aussi, qui illustre à la fois l'art des bronziers de l'époque et puis cette fois-ci le dieu à tête de faucon est hiéracocéphale. Donc là aussi, c'est un mot à la belle musicalité qui est dans son rôle de purificateur, peut-être du roi, pas forcément d'une divine adoratrice comme dans le relief sur la gauche, mais il est dans son rôle de purificateur qui verse une eau pure en tandem avec le dieu Thoth à tête d'ibis. Et voilà la mise en scène dans l'exposition telle qu'on a pu la créer avec, vous voyez, par les éclairagistes, là, ce petit halo de lumière sur la partie du facsimilé qui intègre notre relief de nos collections au Louvre
à 2 photographies d'archives, parce que ces 2 reliefs-là sont perdus, ils sont détruits, et nous avons la possibilité de reconstituer toute la scène grâce à ces différents documents, dont le relief dans nos collections. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de pouvoirs qui se partageaient Thèbes et la Haute-Égypte, et notamment celui du 4e prophète d'Amon, Montuemhat. Personnage étonnant. J'ai mis ces titres dans la traduction ancienne qu'on leur donnait, prince de la ville et gouverneur de la Haute-Égypte. Ça a été un des personnages les plus puissants d'Égypte, toute dynastie confondue, si vous me permettez l'expression. Et l'histoire le montre, enfin les documents qu'on lui connaît le montrent, il était là avant les Koushites, il a tenu Thèbes pendant les Koushites, il a tenu Thèbes pendant les attaques des Assyriens et pendant les 9 premières années de mémoire du début de la 26e dynastie. Donc c'est un personnage qui a eu une pérennité politique absolument étonnante. Et ça se voit ne serait-ce qu'au nombre des statues qu'il a laissées, hein, on en connaît un très grand nombre. Et en voici 2 qui sont présentées ici, magnifiques. Une statue intacte, là encore, du musée de Berlin. Et puis, c'est un grand plaisir de pouvoir les réunir pour la 2e fois de leur histoire. Une tête qui se trouve à Chicago et un torse qui se trouve à New York. L'exposition a permis de les réunir. Ils avaient déjà été réunis en une exposition en 1999. J'ai voulu recommencer l'expérience et c'est un plaisir de pouvoir présenter ces 2 fragments ensemble. Donc, on a parcouru le couloir à travers les cataractes, le couloir, les stèles du Sérapéum et la fabrique de l'histoire. Et maintenant, nous sommes dans le 3e et dernier couloir qu'on a utilisé pour la période très sombre de cette épopée que nous racontons, c'est le combat perdu d'avance des Koushites contre les Assyriens. Parce que finalement, on comprend a posteriori qu'en conquérant l'Égypte, les Koushites ont hérité du problème assyrien, si je puis dire, ont hérité de cette menace assyrienne. 4 rois, Sargon II, Sénachérib, Acharadon, que vous voyez, et Assurbanipal, de père en fils, n'ont eu de cesse que de se débarrasser du pouvoir couchite, que de chasser les Koushites dans leur napata et définitivement empêcher qu'ils aient un territoire et un royaume aussi vaste à leurs frontières. Les Assyriens, l'Empire assyrien ou le royaume assyrien est en perpétuelle expansion. Et ces rois n'entendent pas, ne conçoivent pas qu'il y ait un royaume aussi vaste à leurs frontières, aussi loin fût-elle. Vous voyez sur cette image mentale, là aussi, hein, c'est le même principe de l'image mentale sur le mur qu'on a tiré d'une stèle. Hein. J'en profite pour mentionner le nom d'Hélène Cuny-David, qui a été la dessinatrice de toutes ces images et qui vraiment a mis tout son talent dans ses dessins pour qu'ils soient le plus parlant possible et le plus beau possible, si je puis dire. Regardez le cobra au front de ce vaincu qui implore à genoux merci de la part du grand roi assyrien Acharadon. Eh bien, c'est un Coushite, évidemment. On le sait par son cobra et puis par la coiffe qu'il porte et qu'on va retrouver sur les statues des rois un peu plus tard. Voilà, roi des rois d'Égypte, de Haute-Égypte et de Couche. Ça, c'est la traduction d'une des lignes en cunéiforme, hein, ici, de la titulature complète des Charadon sur un des monuments qui fait son éloge et archive les hauts faits de son règne. C'est très intéressant, cette formule-là. Ça montre déjà quelle représentation politique les Assyriens se font de la vallée du Nil. Il y a l'Égypte,
la Haute-Égypte et Couche. L'Égypte, c'est probablement le delta, la Haute-Égypte, c'est la partie filiforme du fleuve, et Couche, eh bien, c'est le royaume de Couche. Donc voilà comment les Assyriens, à travers la titulature d'un de leurs rois, se représentent le royaume d'un de leurs ennemis les plus systématiques. Près un signe du British Museum Antiquité orientale, que ce relief en albâtre gypseux qui provient de Ninive date d'Assurbanipal et représente la prise d'une ville égyptienne par les armées assyriennes. Il suffit de prendre le temps de le regarder en détail pour voir tous les éléments du siège que l'on fait des murailles de briques crues d'une ville égyptienne. On a oublié toute cette architecture de briques crues en Égypte qui était massive, énorme, partout. Et vous voyez déjà ces soldats couchites qu'on reconnaît notamment à leurs plumes sur le front, emportés en déportation, qui sont faits prisonniers, qui donc sont emportés en esclavage. Donc, les Assyriens n'ont de cesse que, et j'ai mis quelques dates là, vous voyez en haut de en titre à cette diapositive, 671 et 666, 2 sièges et 2 prises de Memphis. Mais 663 est là l'événement traumatique imparable, c'est la mise à sac de la ville de Thèbes. Assurbanipal décide de frapper un grand coup, fait faire 500 km de plus à ses armées, et elles mettent à sac la ville du dieu Amon, la ville sainte du dieu Amon de Thèbes, avec un butin qui nous est raconté, qui fait encore l'objet de discussions entre spécialistes, parce qu'on a du mal à imaginer que de telles quantités d'or aient pu être emportées de la ville. Un malheur n'arrivant jamais seul, et les choses, les temples, c'est là aussi pour raconter que finalement cette épopée couchite a été ces 60 années ont été vraiment une longue série de combats, puisque la 26e dynastie donc réussit, en faisant alliance avec les Assyriens d'ailleurs, à reprendre pleine possession du territoire égyptien pharaonique, à chasser donc, puisqu'ils ont été chassés par les Assyriens, à s'assurer que les Couchites ne sont plus là, sauf que après Psamétique Ier, le successeur de son successeur, Psamétique II, qui n'a qu'un règne de 6 ans, mais on ne se souvient pour son règne, en tout cas c'est Hérodote qui nous le dit, que de l'expédition qu'il a lancée contre le royaume de Couche, en recrutant, pour être sûr que son armée emporterait la victoire, des mercenaires grecs. Entendez, Ioniens, Cariens, Phéniciens et Judéens, qui combattent selon les techniques hoplitiques. Et vous avez dans cette vitrine des cratères, des alabastres, qui représentent des hoplites à la parade, au combat, en duel, à cheval, et qui nous montrent comment ils sont habillés de cette image très traditionnelle du soldat grec, hein, ce casque avec protection nasale, les jambières, les knémides. Il faut ajouter une cuirasse, ce qui a fait qu'on les a appelés les hommes de bronze dans d'autres sources, et notamment oraculaires. Il y avait une légende pour Psamétique Ier qui parle des hommes de bronze, qui ne désignent rien d'autre que les soldats du monde grec. Et donc ces hoplites, ils ont un bouclier rond, vous le voyez sur ces documents-là, à chaque fois il est représenté, qui leur permet de se protéger eux-mêmes et leurs voisins. Une longue lance qui leur permet de blesser sans être atteints, et c'est la technique de la phalange qui leur donne une force considérable. Et donc ils étaient commandés par un général égyptien que la tradition grecque a appelé Potassymto. Et c'est à Limoges qu'on a pu emprunter l'Oushepti, un des Oushepti, mais qui est conservé à Limoges, de ce général d'armée
qui a emmené ces hoplites du monde grec jusqu'à Napata, mettre la ville à sac. Un des résultats de cette mise à sac, le voilà, on est désormais à peu près convaincu qu'il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Ça a été débattu. En tout cas, des statues de rois, 7 statues de rois sont cassées les unes après les autres en même temps, et l'armée repart avec ses hoplites. Et du coup, les Couchites, dans leur ville sainte de Napata, pansent leurs blessures. On est sous le règne d'Aspelta, récupèrent les morceaux des statues et les enfouit pieusement dans une favissa. Je vous ai mis la définition que j'ai trouvée sur Internet du mot favissa. Vous en voyez ici une photo, la photo des archéologues, le facsimilé qu'ils en ont, le plan qu'ils en ont dressé, qu'on a reproduit à l'échelle 1:1 dans l'exposition. En 2003, il faut cette découverte, les statues sont restaurées, enfin sont reconstituées. Il y a assez peu de manques, il y en a quelques-uns, mais assez peu. Visiblement, les Couchites avaient retrouvé tous les fragments de statues. Et un musée est créé autour d'elle, un musée de site, dans la ville de Kerma. Et quand j'ai envisagé de pouvoir faire venir ces statues à Paris, parce que c'est à la fois une découverte récente et puis ça aurait été vraiment extraordinaire de pouvoir les avoir, j'ai dû vite comprendre que c'était trop risqué, trop cher, trop impensable. Et j'ai appris à un moment qu'une captation 3D avait été faite de ces statues par une société allemande. Et du coup, a germé l'idée de présenter les répliques à partir de ces captations 3D, les répliques de ces statues, de ces 7 statues, mais non pas dans leur état archéologique, mais dans l'état qu'on peut penser elles avaient au sortir de l'atelier Couchite qui les a fabriquées. Et du coup, elles ont été restaurées numériquement sur ordinateur. J'ai passé une partie du premier confinement avec ce collègue allemand que je ne connaissais pas, à reconstituer l'une après l'autre ces statues par Teams. Et donc elles ont été imprimées une fois reconstituées, une fois validées par tout le monde, par les archéologues qui les avaient découvertes, etc. Charles Bonnet et Dominique Valbel, je les salue. Et ensuite est intervenue la phase de dorure. Alors on a eu beaucoup de discussions au département des antiquités égyptiennes, mais également avec les gens qui s'y connaissent en technique de dorure pour approcher au mieux de ce qu'on pouvait imaginer qu'étaient ces statues. En tout cas, on arrête l'hypothèse là où on est plus sûr. Et du coup, on peut considérer que ces impressions 3D en sable de quartz consolidé à l'époxy sont des images mentales, elles aussi, de ce que les égyptologues disent quand ils disent qu'il y avait des statues des rois qui étaient dans une salle qui leur était dédiée et elles étaient dorées. Quand on prononce cette phrase, cette exposition des statues, vous avez vu celle de Taharqa dans l'entrée, sous la rotonde, voilà les 6 autres de ces 7 statues. Elle donne une idée de ce qu'était cette statuaire couchite et elle nous permet à nous, visiteurs, à nous tous, de nous faire une idée des façons qu'avaient les Couchites de représenter leur roi, une fois révolue leur mainmise sur l'Égypte. Parce qu'en effet, si on va derrière les statues, ce que je vous encourage à faire, on a un très bel éclairage qui a été mis sur les piliers dorsaux des statues. Ils ont chacun une titulature de pharaon, avec 5 noms dans les meilleurs des cas. Leurs noms sont, il y a Taharqa, donc le plus grand de ces rois, celui qui a régné 25 ans et a eu le temps de construire beaucoup de temples. Tanouet Tamani, qui a dû fuir, vraiment fuir, pour sauver sa peau devant les Assyriens. Et ensuite, il manque Atlanersa. On ne sait pas pourquoi il n'est pas représenté dans cette série, mais on sait qu'il y a eu un roi Atlanersa. En tout cas, il y a Senkamanisken, Anlamani et Aspelta, qui et c'est Aspelta donc qui a subi l'attaque des armées de Psamétique II avec ses hommes de bronze.
Et voilà les titulatures qui sont remises en beaux hiéroglyphes. Enfin, ils sont très beaux, ces hiéroglyphes sur les piliers dorsaux, mais en hiéroglyphes numériques d'aujourd'hui, avec la traduction des 5 noms de la titulature, pour montrer ce concept de pharaon. Il ne règne plus sur l'Égypte, mais il porte le pshent, la couronne de Haute et Basse Égypte, et ils ont des titulatures de pharaon. Je crois qu'il faut que j'accélère pour ne pas trop dépasser le temps. Et on arrive à l'épilogue, ça tombe bien. Avec ce beau papyrus de Copenhague, l'occasion de montrer du démotique en cette année du bicentenaire, et qui est un texte extraordinaire qu'on appelle l'épopée d'Inaros. Inaros, c'est un prince du delta, enfin d'Égypte, qui a réellement existé et qui a réellement combattu les Assyriens. Sauf que son aventure, son épopée, a fait l'objet d'un texte romancé, si vous voulez, qui était très lu dans l'Égypte, en tout cas du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc là, on est 600 ans après les faits. Et dans cette épopée, pour combattre les Assyriens, Inaros décide de faire le voyage jusqu'à Méroé, parce qu'il faut savoir que les Koushites, dans la mentalité des anciens Égyptiens, sont de très grands magiciens. Et du coup, il va voir Taharqa, fils de Mali, à Méroé, pour savoir de lui comment il a fait pour vaincre le griffon. Et quand vous écrivez griffon avec un G majuscule comme ici, ça désigne le roi assyrien, qui est un animal gigantesque avec des griffes qui font plusieurs mètres de long, enfin des ailes, etc. Et il apprend de Taharqa comment le vaincre. Première étape, donc, de cet épilogue qui tend à démontrer que l'histoire se raconte depuis toujours. Deuxième étape, 2500 ans après les faits, c'est évidemment Aïda, l'opéra de Verdi, dont le livret est dû à Mariette. Et là, ça nous ramène aux stèles napatéennes, aux estampages que je vous ai montrés tout à l'heure, aux travaux de Veria, à la publication par Mariette de son fameux article publiant les 4 stèles autres que la stèle de Pierre-Henri, avec ce si beau titre de 4 pages des archives officielles de l'Éthiopie. Eh bien, c'est ces recherches savantes qui lui ont fourni, qui l'ont inspiré pour le livret d'Aïda, finalement. On voit ici la rêverie succéder à la science, et c'est pas plus mal. Avec notamment le personnage d'Amun-Nasro. On le connaît bien dans les registres des rois de Couche. On dit désormais Amanislo, sauf qu'à l'époque, Mariette avait une lecture un peu différente que nous des hiéroglyphes que nous avons aujourd'hui. Amanislo, il a régné à peu près au IIe siècle avant Jésus-Christ, roi méroïtique. Donc Amun-Nasro, c'est un roi couchite. Et vous avez ici une très belle maquette de l'opéra d'Aïda. Vous avez les références en dessous, qui, je trouve, avec cette évocation du kiosque de Trajan, de Philae, etc., donne envie, une fois de plus, de franchir les cataractes et d'aller voir plus loin. Je finis avec le dernier roi couchite en date, à ma connaissance. Il s'appelle Tanoué Kamani, cette fois-ci. Et c'est un personnage qu'a créé Michel Oslo pour son dessin animé qui va bientôt sortir, qui sera présenté au Louvre en avant-première et qui, je crois, sortira en octobre dans 3 contes. Il va faire 3 contes comme Flaubert, Pharaon, le sauvage et la princesse, ça s'appelle. Et du coup, on aura le plaisir de le découvrir en avant-première au musée du Louvre, et puis ensuite pour tout le monde, pour les familles, puisque évidemment, il prend la suite de Kirikou, ce Tanoué Kamani, et il nous montre cette façon que nous avons de nous raconter l'histoire interminablement. Je vous remercie.